Ciao a tutti, como stai? Période italienne en ce moment, on est à Rome depuis quelques jours et toute cette semaine pour le Masters 1000 chez les hommes et les femmes. Entre un Tsitsipas qui se casse sa raquette au bout d'un jeu, un Djokovic qui prend une gourde sur la tête au sens propre et un Nadal qui prend une claque au second tour au sens figuré, on a eu des premiers jours bien sympathiques à Rome. Au programme de cet épisode, les tops et flops des premiers jours du tournoi, suivi d'un point focus sur où on en est dans la course pour se qualifier aux Jeux Olympiques. J'avais fait un épisode précédemment sur comment se qualifier aux JO, et là aujourd'hui le sujet sera de faire un point d'avancement sur cette course à la qualification à travers différents joueurs. Côté top, Naomi Osaka, la japonaise semble vraiment bien revenue et bien revenir à son meilleur niveau, pourtant sur une surface qui ne l'avantage pas forcément. Elle a gagné 3 matchs à Rome, dont un contre la tête de série numéro 19, Kotsuyk, et un autre contre la tête de série numéro 10, Kasatkina. Autre top, le Brésilien Thiago Monteiro et la Slovaque Rebeka Sramkova. Tous deux sortis des qualifications, ils ont passé 3 tours dans le tableau final, et c'est typiquement le genre de performance qui financièrement font du bien à des joueurs et des joueuses moins bien classés. Passer 3 tours dans un tableau d'un Masters 1000, ça couvre vraiment les frais de déplacement et de logement pour une bonne partie de la saison, donc bravo à eux. Côté flop maintenant, Christopher Eubanks, ça fait au moins 4 ou 5 fois qu'il est dans mes flops depuis ces dernières semaines. Mais voilà, l'Américain qui ne gagne toujours pas un match depuis Wimbledon, j'ai l'impression. Si j'étais vraiment son coach, j'essaierais de le convaincre de faire l'impasse sur la suite de la saison sur terre battue, car clairement la surface n'est pas adaptée à ses caractéristiques, et je me focaliserai à 100% sur la saison sur gazon, et donc vraiment je couperai maintenant la saison sur terre battue. Je ferai un bloc de 3 semaines d'entraînement à fond sur herbe, je joue un tournoi de préparation comme le Queens ou Halle, et après je vais à Wimbledon, quoi. Mais bon, je suis pas son coach. Autre flop, 11 Jabeur qui repart malheureusement dans ses travers. Elle a perdu au premier tour alors qu'elle avait relevé un peu la pente à Madrid, mais quelque chose m'avait dérangé lors de son élimination à Madrid. Elle menait facilement contre Madison Keys où elle avait remporté le premier set, et là je me rappelle gros trou noir, elle commet des fautes de 4 mètres, perte de confiance assez brusque, et défaite assez sèche au final. Et je me demande si elle n'a pas emmené avec elle cette fin de match compliquée à Madrid, à Rome, car dans le tournoi italien, elle a refait un mauvais match, et ouais, ça se complique pour 11 Jabeur, mais bon, j'ai encore espoir pour elle. Roland Garros arrive, et je pense qu'elle peut faire de bonnes performances à Roland. Maintenant, on va passer au point focus du jour. Dans la course aux JO, où en sont certains joueurs et certaines joueuses? Je vais prendre quelques athlètes en exemple, il y en a des plus connus que d'autres, et voir où ils en sont pour la qualification aux Jeux de Paris. Angela Okutoi, joueuse du Kenya, qui a gagné les Jeux africains, elle doit être classée dans le top 400 au 10 juin pour aller aux JO. Ça s'annonce compliqué pour elle car elle est redescendue et elle est maintenant au classement 544e, donc elle a un mois seulement pour gagner près de 150 places. On croise les doigts pour elle, mais ça va être quand même très très compliqué. Moz Echargui, désolé je prononce peut-être très très mal, c'est un joueur tunisien, vainqueur de ces mêmes Jeux africains, lui aussi doit être classé dans le top 400 au 10 juin, il est aujourd'hui 342e, donc pour l'instant ça passerait pour se qualifier aux Jeux Olympiques, attention à ne pas perdre quelques places durant ce prochain mois, mais ça devrait passer pour lui et représenter la Tunisie aux JO. Ensuite, on a 3 joueurs qui sont pour le coup des joueurs phares dans la même situation, qui sont dans la même situation eux, Stanislas Wawrinka, Caroline Wozniacki et Rafael Nadal. Ils ont tous, les 3 participé à de multiples reprises aux JO. Wawrinka et Nadal sont même champions olympiques. Ils parlent tous avec passion de ce que représentent les JO pour eux. On sent que c'est un vrai bonheur pour eux de participer à la compétition. Néanmoins, les 3 sont dans une situation particulière car ils n'ont pas un accès direct aux JO au vu de leur classement très moyen. Mais ils peuvent demander une dérogation à l'ITF, donc c'est la Fédération internationale du tennis. Cette dernière va donner 2 places chez les hommes, 2 chez les femmes, à des joueurs et joueuses qui sont soit champions olympiques ou soit ont gagné des grands chelems. C'est par cette voie que Stan Wawrinka, Wozniacki et Nadal pourront se qualifier. D'ailleurs, Rafael Nadal est pressenti pour aussi jouer le tournoi de double au JO avec Carlos Alcaraz. Ce serait incroyable quand même pour les fans de tennis, l'Espagne, le sport en général, et pour Nike aussi, qui pourrait jouer vraiment sur le storytelling du passage de témoins de l'ancienne génération à la nouvelle génération. Bref, j'espère vraiment que ce double Alcaraz-Nadal se fera au JO. Il y a aussi des nations qui ont tellement de joueurs bien classés qu'ils vont devoir se priver de certains atouts, comme les Américaines. Les 4 premières américaines sont dans le top 20 mondial, donc elles seront qualifiées directement.
car il y a 4 places pour se qualifier maximum par nation. Et donc la 5e et la 6e américaine, qui sont bien classées, hein, Navarro et Stephens, qui sont entre la 20e et la 35e place, elles ne seraient pas qualifiées au JO. Alors que si elles faisaient partie d'une nation moins en vue, avec ce classement, elles auraient pu prétendre aller au JO. Côté français, focus sur 2 joueurs, Gaël Monfils et Caroline Garcia. Monfils, il est dans les 4 premiers français pour le moment. Il devrait se qualifier au JO à moins d'une catastrophe. Attention quand même, hein, il est dans un petit creux en ce moment avec 3 défaites de suite. On espère que ça ira mieux dès Roland-Garros pour lui. Puis Caroline Garcia, la numéro 1 française. Ses aventures passées au JO n'ont malheureusement pas été que positives pour elle, mais elle a de belles ambitions cet été. On la verra peut-être aussi s'aligner en double avec Mladenovic, avec qui elle a gagné déjà 2 fois Roland-Garros, ou en double mixte avec Nicolas Mahut. Ils avaient déjà joué ensemble avec Nicolas Mahut au JO de Rio. D'ailleurs, Mahut espère aussi pouvoir se qualifier en double pour le JO. Là, j'ai parlé de joueurs et joueuses qui sont vraiment déterminés à aller au JO, représenter leur pays et gagner pourquoi pas une médaille. Mais est-ce que tous les joueurs, toutes les joueuses de tennis font des JO une priorité ? Pas du tout. Ça peut paraître contre-intuitif, car les Jeux Olympiques, c'est le plus gros événement sportif de la planète. Néanmoins, à travers l'histoire, on a souvent vu des joueurs, des joueuses bien classés décliner l'invitation et faire l'impasse sur la compétition. 3 raisons majeures selon moi. La première, l'absence de gains financiers. En effet, c'est l'un des rares tournois où les joueurs ne gagnent pas d'argent directement par l'organisation, ni par l'ATP, ni l'ITF, ni le comité olympique. Peut-être que certains toucheront un chèque de leur pays ou une autre forme de récompense, mais c'est généralement seulement si tu gagnes une médaille que ça arrive, et seulement les nations qui ont les moyens. Bref, peu ou pas de gains financiers pour les JO au tennis. L'autre raison, c'est qu'il n'y a aucun point à aller chercher au classement, donc même si tu vas loin dans la compétition, tu ne gagnes pas de points. Troisième raison, c'est le positionnement dans le calendrier des JO. En effet, les Jeux sont juste après Wimbledon et avant l'US Open, pendant la tournée américaine de tennis qui est censée préparer l'US Open. Et souvent, beaucoup de joueurs qui ne sont pas dans le haut du panier au classement préfèrent jouer ces tournois de préparation plutôt que les JO. En effet, il y a beaucoup de joueurs qui ont besoin de points pour le classement et d'argent pour survivre sur le tour. Ces joueurs sont généralement moins enclins à vouloir participer aux JO, et je le comprends très bien. Il y a cependant des joueurs où je ne comprends pas vraiment leur choix de ne pas y aller. Le meilleur exemple pour moi cet été, ce sera l'américain Ben Shelton. Il est très bien classé, dans le top 15 mondial. Ça fait 1 an qu'il joue un tennis vraiment solide. Il est jeune, il est en forme, il gagne bien sa vie sur le court et en dehors des terrains également, car il a vraiment de très beaux sponsors. Je ne vois donc pas de bonne raison pour qu'il n'aille pas à Paris pour les JO. Il n'ira pas. Sa raison, je cite: « Je préfère me focaliser sur le calendrier ATP. Avec la tournée américaine, il y aura trop de déplacements si je fais les JO. » Fin de citation. J'ai vraiment beaucoup de difficultés à comprendre ce raisonnement. Donc il préfère jouer un tournoi 250 en juillet-août que de participer aux plus gros événements de la planète. Ouais, ok. Donc vraiment, je comprends pas. Deuxième chose qu'il dit sur les JO: « Je suis jeune, j'ai le temps. Je préfère me focaliser sur les prochains JO en 2028 à Los Angeles. » Je trouve cela extrêmement risqué de reporter l'échéance. Miser sur un truc qui va se passer dans 4 ans, il peut se passer 50 choses d'ici 2028. Alors, ça se trouve, il ira au JO en 2028 et tout se passera très bien pour lui. Il ramènera peut-être même une médaille pour les États-Unis. Néanmoins, je ne pense pas que ce soit la meilleure approche. Les JO, c'est une fois tous les 4 ans. 50 choses, événements négatifs peuvent arriver afin d'enrayer la machine et que ça se passe mal pour un athlète au JO. Tu te blesses la semaine d'avant, le mois d'avant, ou la veille d'un match, t'attrapes une petite bronchite ou je ne sais quoi. Bref, plein d'éléments peuvent faire qu'un rêve olympique s'envole. Donc quand tu as l'opportunité d'y aller, il faut y aller. Et puis c'est une expérience hors norme quand même d'aller au JO, d'être au village olympique avec d'autres athlètes de d'autres sports. Demandez à Novak Djokovic d'ailleurs ce qu'il en pense des JO. C'est sûrement le GOAT du tennis, mais il n'a jamais été champion olympique. Il n'a même pas fait une finale. Son meilleur résultat et seule médaille, c'est à Pékin en 2008 avec le bronze. Après cela, à chaque JO, quelque chose s'est mis sur son chemin pour l'empêcher de gagner la médaille d'or. Bref, tout ça pour dire que je comprends pour les joueurs pas bien classés et limite financièrement de ne pas s'aligner aux JO. Cependant, je ne comprends pas quand tu es bien classé et que tu gagnes bien ta vie que tu ne veuilles pas aller aux JO. Après, faut voir aussi le verre à moitié plein. S'il y a des joueurs bien classés qui avaient un ticket pour les JO mais décident de ne pas y aller comme Ben Shelton, ça libère un spot pour un copain qui initialement lui n'avait pas son ticket.
Voilà, c'est la fin de ce point focus et de l'épisode, car pas de preview cette semaine, vu qu'on est toujours sur le tournoi de Rome qui dure 12 jours. D'ailleurs, je me demande ce que pensent les gens de ce format sur 12 jours, qui sera présent sur 7 des 9 Masters 1000 dès l'année prochaine. Je lis sur X et entends des avis à la télé pas super positifs sur ce format, que ce soit de la part des joueurs et des médias. À voir avec le temps si c'est une bonne idée ce format, si tout le monde y trouve son compte. Nous concernant, on se retrouve sur X et ou lundi prochain pour un nouvel épisode sur Beyond the Tiebreak. Ciao!